Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue en ce lundi 7 novembre 2022, 20h pétante, et c'est l'horaire de votre quotidienne sportive qui est Time Sport. Chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio. Voilà, on nous écoute ce soir du côté de Bastia, le 90.8, Carcassonne 107.3. Allez, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs, on parlera de quoi ce soir? De l'Olympique de Marseille, 3 points sans plus dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats, mais aussi du fair play, du moins, et aussi du jeu assez morose concernant les Olympiens. Voilà. Aussi, Paris Saint-Germain, c'est au menu de cette émission, ça sent un peu le mondial, hein. Et aujourd'hui, on l'a vu, entre autres, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui nous ont fait la gueule, il y en a qui nous ont fait moins la gueule, parce que si Paris doit rêver plus grand, il doit passer par là, et je veux faire référence, bien sûr, au tirage au sort de cette fameuse édition 2022-2023 de la Champions League, cette coupe aux grandes oreilles. Le Paris Saint-Germain donc rencontrera le jour de la Saint-Valentin le Bayern de Munich. Et oui, l'ogre allemand, le Kaiser justement. On verra bien. On va en parler avec toute l'équipe, ça c'est promis. Holger Rune, le roi de Paris du côté du Master 1000 à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. On en parlera aussi. Et en plus, on est en compagnie de vrais connaisseurs ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On vous fait remporter le match pour la l'égalité, excusez-moi, NBA aux éditions Solar. Voilà, rien de plus simple. Vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et on vous le fait remporter et on réagit aussi avec vous. 20h, 21h, c'est parti, Gogo Time Sport, on aborde le premier sujet. Time Sport. Il est pour parler. Allez, ce soir, pour m'accompagner, il fait son grand retour, c'est Juan José. Comment ça va, Juan? Voilà, on installe, effectivement, je fais mon grand retour. Hein. Ça fait plus d'un mois que j'étais pas venu sur vos ondes et tout content de partager avec vous cette journée particulière pour parler des équipes françaises et de ce tirage des Champions League dont tu as fait référence tout à l'heure. Bien sûr, et nous aussi, on accueillera Sébastien Quinqui, pour la première fois avec nous sur l'antenne de Beurre FM. La Ligue 1 en or, c'est le jeu de société officiel de cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. Juste en face de Juan José, c'est Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie? Ça va très bien, écoute, et pour une fois, on va parler de tennis, donc je suis ravi. C'est ça, Louis-Marie. Vraiment. J'ai pas fait exprès, il fallait en parler. Le tennis, la Formule 1, l'Ovalie, le rugby, de tous les sports sur l'antenne de Beurre FM. Allez, il est avec nous aussi, c'est Chekib, avec son fameux béret breton. Voilà, ravi d'être avec vous comme d'habitude. Bonsoir à tous. Nous aussi, ça va bien, Chekib? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci, j'ai mis le chapeau de Audiard. Voilà. Plaisir. Aïe. Eh oui, Michel, Jacques. En face de Chekib, on peut retrouver notre consultant Abdel. Comment ça va, Abdel? Salut Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Ça va bien? Ouais, très très bien. Voilà, on aura aussi les réactions. Bon, lui c'est un madrilène, il aime bien le football espagnol, contre c'est Sedem. Comment ça va, Sedem? Ça va bien? Ouais, rapproche-toi, Sedem. Vas-y, n'aie pas peur, il faut parler là. Parce que là, on va avoir besoin de t'entendre ce soir, concernant le tirage au sort de ces 8e, mais aussi de ces clubs français dans ces Coupes d'Europe. Allez, on va aborder le cas, justement, de l'Olympique de Marseille. Marseille, ça va, 1-0, mais c'était pas si bien que ça, Louis-Marie, avec Samuel Gigot à la 43e. Oui, mais après... il veut pas en parler en plus. Non, mais l'essentiel est fait pour l'OM, je crois, quelque part, après le traumatisme qu'ils ont vécu en Ligue des Champions, où vraiment ils ont tout perdu en quelques secondes. On pourrait parler de ça, mais je pense qu'on l'a suffisamment fait. Ils avaient un gros rendez-vous dimanche, le rendez-vous d'un peu de la peur, parce que s'ils perdaient en plus à Lyon derrière, c'était très compliqué à gérer. Quelque part, ils devaient être soulagés ce matin, l'effectif et le coach. Donc, ils ont fait le taf. On s'est pas beaucoup amusé hier soir. Mais pour l'OM, c'est une belle victoire. Ouais, belle victoire. Oui, rentre-c'est. Marseille, l'Orange Vélodrome. L'important, c'est les 3 points. Et 3 points importants parce que ils se retrouvent aujourd'hui 4e. Mais s'ils avaient perdu ce match, ils seraient, je crois, 6e, voire 7e du championnat. Et donc, l'important aussi parce que après cette défaite et cette élimination en Champions League qui fait très mal, il fallait quand même se rassurer. Je crois qu'ils se sont rassurés, sans oublier de toute façon que la semaine prochaine ils vont avoir un match encore coup près parce qu'ils vont jouer Monaco. Ils vont jouer Monaco donc à l'extérieur. Ils vont aller à l'extérieur et tous ceux qui ont le même nombre de points que Marseille et même les 2 premiers vont jouer à la maison. Donc avant la coupure pour aller au mondial, Marseille a tout intérêt à se concentrer sur la Ligue 1 puisque aujourd'hui son seul objectif est de récupérer cette 12e place qui pourrait lui permettre d'aller en Champions League l'année prochaine. Ils ont à 2 séries déjà, celle
remporter un match contre Lyon. Ça faisait 5 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. En Ligue 1, c'était pareil. Ils restaient sur 5 matchs sans succès, 4 défaites et un match nul. Donc c'était assez compliqué au niveau sans compter les défaites en Ligue des Champions. Donc c'était certes un petit peu compliqué. Maintenant, comme ça a été dit, le plus important est fait, c'est de gagner, ne pas tomber dans une spirale négative avant d'aborder les derniers matchs avant la trêve. Voilà. Après, si on n'est pas satisfait du jeu, c'est pour une simple et bonne raison que, pour moi, je ne cesse de le répéter à chaque fois qu'on parle des matchs de Marseille, c'est que ça joue à l'énergie. Donc à partir de là, quand physiquement t'es pas au point, que t'es fatigué, que t'as tout mis en première mi-temps, et ben en deuxième mi-temps t'es obligé de faire le dos rond et de subir sans encaisser le moindre but et de concéder le moins d'occasions possible. Mais voilà, ça a été clairement une mi-temps chacun pour moi. En revanche, j'ai pas trouvé Lyon si dangereux que ça. C'est vrai que on peut parler de Marseille qui a été inoffensif, mais Lyon, j'ai pas forcément compris pourquoi Laurent Blanc, depuis qu'il est revenu et ce match à Rennes, il a décidé d'adopter un système un petit peu à 3. Et hier, il est revenu à un système plus classique à 4 et en losange au milieu. Voilà, peut-être qu'il a brusqué un peu ses joueurs avec qui il essaye de créer quelque chose de nouveau depuis un petit mois. Est-ce que tu penses pas juste qu'il essaye de tester des choses avec Chekib aussi? Alors, il essaie de tester des choses, Lyon très faible selon certains, pour pouvoir travailler sur une base réelle quand il va avoir un peu de temps pendant la trêve hivernale. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, il tournait plutôt bien avec le système qu'il avait mis en place. Je me suis dit que face à Marseille, quand même, qui est un concurrent plus ou moins de qualité, il allait rester sur des bases, parce que quand tu arrives dans un nouveau club, t'as pas forcément envie de tout tester, parce qu'il était, comme il le disait, il était venu éteindre un peu le feu au lac. Et hier, j'ai pas forcément compris sa composition et son schéma de jeu. Mais voilà, ça arrive, ça fait une deuxième défaite pour lui en 4 matchs. Le bilan reste honorable parce que il est battu d'une courte tête, mais voilà, c'était plus pour souligner ça. Après Marseille, malheureusement, c'est vrai que le jeu c'est pas la folie depuis le début de saison, mais on s'y attendait. Hier, il fallait absolument gagner. Ça a bien raison de le souligner, Abdel. On va écouter Chekib avant de rejoindre le Standard. En ce qui concerne Marseille, vous savez, dans le Maghreb, on dit souvent que l'Atla fait khair. Ouais, sa traduction alors. Ce qui veut dire que dans chaque contretemps, il y a du positif. Et effectivement, l'OM, je pense qu'ils sont sortis de la Ligue des Champions, même des coupes européennes. Et je pense que après la tristesse, je pense que c'est bien pour Marseille, parce que la marche cette année était encore un peu trop haute. Et là, en championnat, ils sont à l'aise, ils vont pouvoir se consacrer au championnat et ils vont pouvoir prendre la deuxième place. Moi, le résultat, la victoire 1-0 contre Lyon me paraît logique. Je pense que Marseille est taillée et elle est prête pour la Ligue 1. Et Lyon, qui est un nouvel entraîneur, un bon entraîneur, mais il vient d'arriver, il a besoin de réglage. Ça se voit, il sait pas encore, il essaie une tactique, une autre, une telle compo, tel système. Il essaie, c'est normal, il vient d'arriver, c'est normal qu'il perde contre un gros de la Ligue 1 comme Marseille, mais je pense que dans quelques mois, l'OL ira beaucoup mieux et Marseille prendra la deuxième place. Oui, Chekib, intéressant. Avec Juan José, avant de retrouver Farid, l'auditeur. Juste un petit mot sur l'Olympique lyonnais. Je reconnais par exemple, j'attendais beaucoup plus de l'OL. J'étais convaincu que cette année ils allaient être capables de faire quelque chose de bien, justement parce qu'ils n'étaient pas en Coupe d'Europe et qu'ils allaient pouvoir se concentrer sur la Ligue 1. Ça n'a pas été le cas. Ils ont dû virer à l'entraîneur. Alors je ne discute pas les mérites de Laurent Blanc, seulement tu parlais, est-ce qu'il a essayé des choses nouvelles face à Marseille? C'est peut-être pas le match où il fallait essayer des choses nouvelles face à Marseille, hein. C'était pas l'adversaire avec lequel on peut tester. Peut-être justement que si, vu que tu joues à l'extérieur chez une grosse équipe, où quelque part on va te pardonner de perdre. Peut-être que c'est le moment de tester des choses. Non, je pense que le match est arrivé un peu trop tôt pour lui. Et comme là, je pense, on en parlera après, mais je pense que le Bayern arrive un peu. On va en parler du Bayern. T'inquiète pas. Mais pour terminer sur on va prendre Farid. La parole à Abdel. Je crois qu'il doit quand même faire ses preuves. C'est quand même un entraîneur qui fait 6-7 ans qu'il n'entraîne pas. Ouais. Et ça, c'est la réalité. Ce n'est pas en regardant des matchs depuis chez toi que tu t'améliores. Et ça fait 6-7 ans qu'il n'entraîne pas. Et là, il reprend le terrain. Donc, il a aussi à faire ses preuves. Alors, juste avec le nom, ça ne gagne pas. La preuve, jusqu'à là, juste avec son nom, Lyon ne va pas mieux. Ouais. Abdel. Pour rebondir rapidement, c'est vrai que pour moi,
là le match qui opposait Lyon à l'OM depuis quelques années, c'est vrai que c'était peut-être celui qu'on attendait le plus parce qu'il n'y avait pas tellement d'enjeux entre le PSG et l'OM. C'est pour ça que je suis un peu surpris quand je vous entends dire, c'est entre guillemets, on a l'impression que c'est un petit match. Je dis bien, c'est pas ce que vous avez dit, mais dans le sens où il a testé. C'est vrai que Lyon, comme je disais juste avant en introduction, ça fait des années qu'ils vont s'imposer à Marseille, donc les supporters ont pas grand chose à se mettre sous la dent côté Lyon, et là perdre une nouvelle fois avec dans une saison et des saisons qui s'enchaînent, qui sont compliquées. Voilà, c'est peut-être pas mal vu, mais Laurent Blanc, je pense qu'il a peut-être pas eu, il a eu du mal dans la gestion de ce match. Il a voulu essayer, peut-être pas au bon moment, et je pense qu'il aurait dû rester dans la continuité ce qu'il faisait de bien, parce qu'il restait sur 2 victoires quand même. Donc voilà, c'est vrai que pour moi la défaite de l'OL à chaque fois, il se relançait un peu quand il partait du côté de la Canebière. Ça n'a pas été chose faite hier, et je trouve ça un peu malheureux parce qu'on est en train de perdre un peu l'Olympique Lyonnais avec tous ces joueurs qui ont quand même de qualité, qui n'arrivent pas à passer le cap pour venir accrocher les places hautes du championnat. Justement, le 01 53 48 3000, on va faire réagir. C'est Farid, supporter lyonnais. Bonsoir Farid. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, justement, on parlait de ce fameux Olympico Marseille, qu'il a remporté 1-0. Et ça va, le match c'était pas tant, il était pas tip top quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même assisté à un match assez intense, mine de rien, surtout au milieu de terrain. Après, moi, je tiens à souligner en tant que supporter lyonnais que Marseille mérite quand même sa victoire, je pense, dans l'ensemble. Je pense qu'ils ont un temps d'avance sur l'OL, sur le jeu, sur la condition physique. Ça joue beaucoup mieux à Marseille. Et pour la petite parenthèse, je trouve que Marseille n'a pas eu de chance lors de ses derniers matchs, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Je pense vraiment qu'il leur manque des attaquants devant. Un tueur, déjà un buteur. Je rappelle que Sanchez n'est pas numéro 9. C'est un peu dommage. Et que, et du côté lyonnais, on est un petit peu déçus. Donc, allô ? On est toujours là, Farid. Vous inquiétez pas. Oui. Et en fait, du côté lyonnais, je trouve que moi, j'ai été très déçu hier par certains joueurs. On a même vu que Laurent Blanc a été très choqué après le match. D'ailleurs, à la mi-temps, il a fait des choix forts. C'est assez rare quand même de faire des changements à la mi-temps. Et pour ne pas souligner dans un degré moindre Moussa Dembélé et surtout Oussem Aouar, dont on attend beaucoup depuis plusieurs années. Moi, je comprends plus ce joueur-là je comprends pas quand par Laurent Blanc qui arrive à l'OL, qui te sort du placard et qu'à un moment donné te donne les clés de la boutique, et que hier, franchement, on a vu, c'était vraiment choquant. Le gars, il se bat pas, donne l'impression de marcher sur le terrain, un état d'esprit mais calamiteux. Et franchement, c'est insupportable, c'est inadmissible aujourd'hui. Donc, on a du mal à saisir tout ça. Donc, je pense qu'il y a un problème d'esprit aussi, d'état d'esprit des joueurs, de certains joueurs. On a vu aussi l'entrée de Tété, de Cherki, qui ont été plutôt intéressantes. Dans un degré moindre aussi, Jeffrey Adelaide, mais ça suffit pas. Je pense qu'il doit abandonner son duo d'attaquants avec Lacazette et Dembélé devant. Il doit revenir avec 2 ailiers. Pourquoi pas Cherki et Tété? Revenir à un 4-3-3 ou un autre système. En tout cas, moi sincèrement, hier il y avait une grosse déception, Ouais. Et ça peut pas continuer. Et c'est dommage parce qu'on voit que Lyon, la partie défensive s'est améliorée. C'est un gros problème à Lyon à l'époque depuis pas mal de temps. Je trouve qu'au niveau défense, ça commence à prendre ses marques. Mais l'animation offensive, elle est, c'est le néant total, quoi. Le néant. Chekib, avant de terminer avec Farid et les auditeurs, avant la première pause. C'est justement ce que je disais. Il y a une équipe qui est tactiquement mature, qui a croisé une équipe qui ne l'est pas encore. Et donc, le résultat est logique. Et il faut aussi souligner un petit détail, c'est que le gardien marseillais a été très bon. Sinon, le score, malgré tout, aurait pu être différent. Ouais. Abdel, rapide, avant de terminer avec Farid. C'est vrai que Paul Lopez sur les dernières sorties est intéressant, à éviter pas mal de buts et à enlever pas mal d'occasions adverses. Donc c'est très important d'être. On parlait du fait que Marseille a pas d'attaquant. C'est beaucoup les milieux ou les défenseurs qui marquent. Donc
dans le football, faut être fort au moins dans une des deux surfaces. Donc à partir de là, Paul Lopez fait quand même le job. C'est vrai que Slimani, juste une petite chose, c'est vrai que moi j'aurais voulu voir Slimani comme remplaçant à Marseille. Je pense qu'il aurait fait la différence. Ouais, c'est vrai. Farid, un grand merci pour cet appel. Vous repartez avec le match pour l'égalité aux éditions Solar. Hein, vous inquiétez pas, on vous l'envoie rapidement et on se retrouve après la pause pour revenir avec l'invité qui n'est autre que Sébastien Quinqui et aussi le Paris Saint-Germain et le fameux tirage au sort de la Champions League. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Allez, pas que avec Bilal, on est aussi avec le consultant qui n'est autre que Abdel. On a Selim qui nous a rejoint. Louis-Marie est juste en face de moi. Avec Chekib Mekiba, toujours là. Voilà. Et Juan Trocé Dorado. Le 0153 48 3000. Vous faites comme l'auditeur Farid, voilà, qui a réagi concernant l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Place à l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. The Special One. Eh oui, Ligue 1 en or, Ligue en or justement, c'est le fameux jeu de société officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Eh oui, la Ligue 1 a un jeu, du moins, de société. Il fallait y penser tout de même, hein. Et c'est un Breton qui l'a fait. On a notre Breton avec nous, hein, c'est Chekib. Sébastien Quinqui avec nous. Comment ça va, Sébastien? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Merci de notre recevoir, mais tout va bien effectivement. Ah ben justement, c'est l'unique jeu de plateau sur le football français dans lequel on peut retrouver tous ces clubs, les 20 clubs de la Ligue 1 Uber Eats, c'est bien ça? Oui, sous la forme d'un véritable tournoi. Alors expliquez-nous. C'est un jeu qui existe déjà depuis, on a sorti le jeu en octobre 2020, donc on est sur la 3e saison. Ouais. Donc c'est un jeu qui marche plutôt bien, et donc voilà, c'est simplement un jeu de réussite, un jeu de plateau, hein, comme on les aime, dans lequel on retrouve nos 20 clubs de Ligue 1. Pour le concept assez simple, c'est de le résumer, hein, c'est en deux mi-temps comme le foot. Une première mi-temps, c'est une phase d'achat des clubs. Donc vous vous baladez sur la carte de France, sur le premier plateau, c'est la carte de France avec tous les clubs. Vous tombez sur un club, vous achetez pas. Il y a des clubs qui sont plus chers que d'autres, mais forcément vous aurez plus de chances de gagner avec le PSG qu'avec Lorient, hein, pour nous les Bretons. Ouais. Et autrement, une fois que tous les clubs sont répartis entre les joueurs, donc là vous avez la deuxième mi-temps qui va démarrer, et là ça va être la phase la plus excitante, c'est la phase de match, c'est simplement un tournoi entre les 20 clubs de Ligue 1. Donc l'idée c'est d'amener l'une de ces équipes jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire de la Ligue en or. Ouais, vous mettez en avant cette fameuse Ligue des talents, c'est bien ça? C'est un peu le football manager, mais en mode jeu de société, quoi. Ah, abordé par tout le monde, quoi. Exactement, vous êtes sur un jeu réussi de jeu familial, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde, pas de connaissances en football de requise. Voilà, vous pouvez jouer en famille. Bon voilà, c'est difficile pour la mère de famille, hein, de battre ses deux enfants fans de foot forcément. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment le jeu familial où même entre amis, vous êtes avec une bande de potes, vous êtes 5 ou 6, vous avez moyen de passer un bon moment. Les parties durent 45 minutes. Voilà, ça vous provoque des émotions assez inattendues, hein, pour un jeu de société. Hein, forcément, vous avez l'excitation, hein, c'est le dé qui joue tout, forcément qui décide tout dans vos matchs. Donc c'est plutôt assez excitant et assez innovant. Eh ben justement, pour les périodes de fêtes de fin d'année, c'est un plaisir ça, à offrir à Noël, c'est ça. Ligue en or, le fameux jeu de société du football français de cette Ligue 1 Uber Eats. Oui, Chekib et Louis-Marie, la réaction avec Sébastien. Je voulais juste féliciter ceux qui ont fait ce jeu, parce que c'est lui. C'est des jeux très sains. C'est des moments familiaux très importants. Et là, c'est vrai que Noël, il tombe, la finale de la Coupe du Monde, elle est à une semaine avant Noël. Donc c'est vraiment parfait. C'est le meilleur moment. Et encore une fois, moi qui ai 2 enfants, j'aime beaucoup les jeux sains comme ça et familiaux. Et donc, félicitations. Et ben voilà, vous l'aurez compris, Sébastien, il faut offrir à Chekib, hein. Voilà, hein, il faudra lui offrir un jeu de société, c'est ça. Aucun problème. Ligue en or. J'attends l'adresse. Je lui envoie ça. Non, c'est sympa. Alors, Louis-Marie. Alors moi, je me demandais comment on fait pour gagner concrètement les matchs. Ça se déroule comment? Parce que là, vous me dites, ça se joue avec les dés, mais en même temps, il y a une pondération si on a une grosse équipe. Ça se passe comment concrètement? En un seul coup de dé. Alors en fait, vous avez, on va prendre l'exemple d'un PSG Lorient, hein, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc le PSG, en fait, il faut savoir que dès le départ, quand vous l'achetez, vous avez 4 jetons pénalty. Hein, c'est les fameux jokers en fait. Lorient n'en a pas au départ. Par contre, imaginez que moi j'ai Lorient, vous tombez sur ma case Lorient, je peux gagner un jeton pénalty pour Lorient. Donc vous pouvez accumuler quand même des jetons pour. C'est pas parce que vous n'avez pas de jeton départ que vous ne pouvez pas en avoir au final. Donc en fait, vous avez Lorient qui a 0 jeton, Paris 4. Lorient rencontre Paris. Donc vous avez Paris, vous allez lancer le fameux dé en or, hein, parce que c'est un dé en couleur or avec les chiffres de 0 à 5. Vous allez lancer le dé, vous allez faire par exemple 3. Moi, je vais lancer avec Lorient, je vais faire donc 3 également. On a une égalité 3 partout, mais vous avez des jetons.
Donc vous allez pouvoir jouer un de vos jetons pénalty pour relancer le dé, et vous allez faire simplement un par exemple, et vous allez remporter le match 4-3, tout simplement. Oui, Abdel, on poursuit. Parce que c'est un projet quand même vieux, hein, depuis vos 11 ans, c'est bien ça? Exactement, ouais. Le projet est né il y a plus de 30 ans, ouais. Ouais, c'est un truc de... J'étais fan de foot et puis fan de jeux de société. Et puis il n'y avait pas de jeu sur le foot. Donc je l'ai inventé dans ma chambre à l'âge de 10-11 ans. Parce que j'avais fait un plateau avec toutes les fautes d'orthographe qui vont bien dans les règles. Et puis avec le plateau 91-92, je devais être fan de l'OM à l'époque, puisque j'avais dessiné notamment le Pascal Olmeta, j'avais dessiné moi-même sur le plateau. Voilà ça. Et donc voilà, donc le projet effectivement il y a 30 ans, et donc c'était en 2018 en fait avec un ami lors d'un réveillon du 31. On cherchait, lui il m'a dit spontanément, je cherche une idée pour inventer quelque chose, créer quelque chose, et spontanément je lui ai parlé de cette idée. Donc je lui ai montré le plateau que j'ai récupéré chez mes parents, en fait, qui était au-dessus de ma chambre d'enfant, qui avait été conservé malgré ma mère qui avait voulu le jeter plus d'une fois visiblement. Et donc j'ai montré ça à mon copain, ça a tilté tout de suite, et puis on s'est lancé donc dans l'aventure. Alors justement, Pascal Olmeta, il est au courant de ce jeu-là? Écoutez, je ne sais pas, il faut lui poser la question. On va essayer de lui poser la question. Hein. On essaiera de le mettre en relation avec vous, Sébastien, il n'y a pas de problème. Abdel, allez, une réaction, Abdel, on t'écoute. Bonsoir, vous parliez on parle de Pascal Olmeta, etc. Vous mettez le logo de la Ligue 1, etc. sur votre jeu. Comment ça se passe au niveau des au niveau des autorisations avec peut-être la Ligue et tout pour pouvoir faire un jeu en rapport avec notre Ligue 1? En fait, on a une licence, enfin un partenariat avec la LFP, voilà, qu'on a négocié donc en 2019, voilà. Donc après de longues discussions, parce qu'il fallait associer les deux marques, la LFP et puis Ligue en Or. Et puis voilà, et après donc à partir du moment où on a une licence, on peut exploiter, en fait, on a l'utilisation de tous les logos des clubs. Voilà, pas l'image des joueurs, mais l'utilisation des logos. Et juste une dernière chose, comme on sait, dans le championnat, il y a des montées, il y a des descentes dans la vie réelle. C'est un jeu qui a été fait et qui a plus bougé, ou c'est un jeu qui peut être évolutif? Alors il est remis à jour tous les ans. Voilà, tous les ans. Donc on a des séries limitées, forcément. Et donc on a le jeu qui est remis tous les ans et qui est monté actualisé. Très bien, merci. On va terminer avec Juan Trosset peut-être et Sébastien Quinqui. Juste, est-ce que cette idée est exportable à d'autres championnats? Est-ce que vous avez des contacts? Pas la Liga. On parlait forcément de la Ligue 1. Il n'y a pas que la Ligue 1. Est-ce que ce jeu pourrait intéresser d'autres championnats, d'autres zones d'affaires intéressés par ces concepts? Tout à fait. La marque est déposée, Ligue en Or, le concept également, mais effectivement tout est transposable donc à tous les championnats, à la Ligue des Champions, à la Coupe du Monde. Et j'en profite du coup par rapport à cette Coupe du Monde, on va effectivement sortir une deuxième version du jeu dans quelques jours, dans une quinzaine de jours, donc en partenariat cette fois-ci avec France Télévisions. Voilà. Et on va sortir une adaptation en fait du dessin animé Foot de rue. C'est sympa ça, foot de rue. Exactement, donc c'est le même concept, Ligue en Or, foot de rue, donc on retrouve tous les personnages du dessin animé, et un jeu toujours aussi dynamique, toujours aussi plaisant, avec une formule tournoi. On reprend tous les sens du jeu Ligue en Or, et donc effectivement le jeu du coup est transposable même à tous les sports. Voilà, on pense à un jeu, une version rugby par exemple. Même, bien sûr, l'Ovalie aussi, la mettre en avant, pourquoi pas aussi le tennis et voir la Formule 1. En tout cas, on vous garde près de nous, Sébastien Quinqui, vraiment pour en parler. On aura les émissions spéciales mondiales au Qatar 2022. Pour retrouver toutes les informations, c'est le site internet ligue-du-milieu or.com. C'est bien ça, et aussi sur les réseaux sociaux. C'est bien ça, vous tapez simplement Ligue en Or, vous trouverez notre site assez facilement maintenant. Un grand merci Sébastien d'avoir été avec nous pour le plus grand plaisir des auditrices, des auditeurs de Beurre FM. Une très belle soirée à vous. Et on poursuit. Merci. Et on poursuit avec le Paris Saint-Germain. Time Sport. La parole des sociaux. Allez, on a un socios justement, un auditeur qui aimerait faire passer un message, on va l'écouter. Allez, c'est Kamel qui nous appelle depuis Sartrouville. Bonsoir Kamel. Allô, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Kamel. Vous m'entendez bien là? Très très bien. Ok, donc alors moi je fais partie du collectif des parents de l'Espérance sportive de Sartrouville. Oui. Donc on a fait un rassemblement samedi dernier qui a été... On entend très très mal, Kamel.
Ouais, c'est normal, là. Enfin, j'ai enlevé le haut-parleur. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça a été un succès. Donc, on a réussi à rassembler, selon un article de presse, environ 250 personnes. Ça a été couvert par plusieurs médias, dont Beurre FM. Ouais. Donc, Beurre FM, Time Sport, Mohand, Foot de sport. Ouais. Foot de sport. Donc, vous avez été le démarrage du combat. Ouais. C'est pour vous remercier et pour annoncer que le combat, il n'est pas fini. On commence à être entendu, mais par contre, on n'a pas de solution réelle et concrète. Eh ben, on espère que la solution va être apportée rapidement pour vous et aussi ses parents, ces jeunes, concernant ce fameux collectif. On le rappelle, en soutien au club de l'ES Sartrouville, Kamel. Et nous, on fera toujours passer. De Sartrouville. C'est ça, le message sur l'antenne de Beurre FM. Voilà. Et voilà. Attends, comme je suis avec les enfants, justement. Bien sûr. Ils sont avec moi, ils veulent une dédicace de ta part pour Shakib, Ismaël, Imran et Monsieur Elias. Allez, une grande dédicace à Shakib, Ismaël, Imran et aussi Elias. Voilà, de l'ES Sartrouville, les U13. Bravo. Allez, voilà. Bravo à tous. On pense à eux, vraiment. Merci Kamel. Et nous, on va revenir. Le combat continue et on n'arrête pas. Un grand merci à vous, à Sartrouville. Et on revient avec le Paris Saint-Germain. Eh oui, Louis-Marie, le Paris Saint-Germain, donc, rencontrera le 14 février 2023, le Bayern de Munich. C'est bien ça. Et retrouvera revoilà le Choupo-Moting. Attention. Le combat continue aussi pour le PSG, parce que là, on va pas se mentir, on pouvait difficilement tomber sur pire pour ces huitièmes de finale. Alors, c'est toujours difficile 3 mois avant d'expliquer qui est favori, qui est pas favori de cette compétition. C'est sûr que si elle se jouait demain, moi je mettrais un billet sur le Bayern, mais il peut se passer tellement de choses d'ici là, une Coupe du Monde au milieu. Il y en a qui peuvent la gagner, qui peuvent la perdre, qui peuvent faire la teuf pendant 2 mois parce qu'ils l'ont gagnée et ne plus revenir au PSG pendant 6 ans. Mais bon, non mais blague à part, ça va être très compliqué ce tirage au sort. Et c'est vrai que on peut dire que ce club est poissard. Et moi, il y a un truc que j'ai envie de souligner. Alors, sur les tirages au sort en règle générale, moi, je comprends pas cette règle qui nous explique qu'en huitième de finale, 2 clubs d'un même pays ne peuvent pas se jouer. Ça pénalise toujours les mêmes championnats. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 4 Anglais, 3 Allemands et 3 Espagnols. Il y a un moment donné, il y a une compétition. Pourquoi ils pourraient jouer en quart et pas en huitième de finale? Là, il y a un moment, il va falloir arrêter ça parce que ça pénalise systématiquement le PSG depuis 10 ans au tirage au sort. Le PSG ou d'autres clubs français. Donc, c'est quand même pas normal que systématiquement le PSG est un huitième de finale comme ça. Surtout que bon, quand on voit dans quelles circonstances ils ont perdu leur première place, bon, on va pas revenir là-dessus, mais on pourra en dire pas mal de choses. Il y a un moment, je pense que l'UEFA devrait se pencher sur cette règle qui, pour moi, n'a vraiment plus de raison d'être. Ouais, Abdel, on poursuit le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. De Sadio Mané. Certes, c'est un tirage très compliqué. Après, comme on le disait la semaine dernière, à un moment donné, quand tu veux atteindre ton objectif et gagner ta première Ligue des Champions, t'es obligé d'être confronté à des gros. Et maintenant, c'est peut-être le plus gros morceau que t'as tiré avec le Bayern Munich. En revanche, je trouve que il y a des similitudes entre les deux équipes. Pour moi, défensivement, il y a quand même des lacunes des deux côtés. Mais offensivement, ça tourne plutôt bien. Maintenant, faut voir comment, comme l'a dit Louis-Marie, comment les deux équipes vont se présenter dans 3 voire 4 mois. J'estime que le PSG, même si on peut déjà se projeter, on connaît à peu près la manière dont joue le PSG depuis des années. C'est un jeu qui est en transition que par le contre. Donc déjà, si on doit parler des systèmes et tout, tu vois, le PSG déjà devra pour moi jouer dans une défense à 4 parce qu'il y a une maîtrise qui doit être faite au milieu de terrain et c'est par là que tout passe les frappes offensives du. Ouais, mais t'analyses aujourd'hui. On ne sait pas. Mais à un moment donné, on peut pas. Mais j'ai pas fini mon analyse. Alors, vas-y. Tu parles déjà tactique 3 mois avant alors qu'on connaît pas les équipes qui seront alignées. Vas-y, Abdel. Et alors, non, mais il va y avoir un mercato au milieu. Le Bayern Munich, il joue d'une manière, ça fait 25 ans, 30 ans, 50 ans qu'il joue de la même manière. Le PSG, c'est pas, on sait quand ils sortent, il y a des manières de faire, c'est toujours les mêmes lacunes. En l'occurrence, je suis pas d'accord avec toi. Le Bayern a changé sa façon de jouer cette année. C'est la première fois depuis 30 ans qu'il joue sans avant-centre. Mais c'est pas. Ça n'est jamais arrivé. Donc tu me parles d'avant-centre. Moi, je te parle du milieu de terrain. Donc à partir de là, on n'est pas au même endroit. Pour moi, la maîtrise tactique
du milieu de terrain du Bayern, elle est archi importante. Si tu viens déjà jouer avec une équipe où tu es avec 2 milieux de terrain, tu vas te faire trimballer de gauche à droite. Paris prend toujours les mêmes buts, que ce soit le fait de se faire fixer, renverser dans le dos. Donc pour moi, tu es obligé d'être en 1 contre 1 au milieu de terrain et pas en infériorité. Donc c'est pour ça que je parlais de ça. Après voilà, c'est un match qui potentiellement va être pour moi ouvert, mais sur la forme du moment, le Bayern a quand même de l'avance, et surtout ils ont toujours aussi le fait que le PSG les a éliminés il y a 2 ans. C'est quand même une équipe qui est revancharde, donc ça va être assez difficile, surtout le fait que le match retour se passera à l'Allianz Arena là-bas et non au Parc des Princes. Allez, justement, donc, on va revenir, Abdel. On va voir. Sur le Paris Saint-Germain, c'est promis, avec toute l'équipe de Tamsport. Soyez à l'écoute. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM, excusez-moi, 20h38, accompagné de Louis-Marie, Chekib, Juan Trocé, Sélémé, sans oublier aussi notre consultant Abdel. Allez, place au Paris Saint-Germain, c'est ça qui rencontrera le 14 février le Bayern de Munich. Ça te fait sourire, pourquoi donc? Oui, le tirage au sort, Juan Trocé. Oui, parce que c'est un débat passionné et passionnant aussi, entre Abdel et Louis-Marie. Alors, la première des choses, c'est que monsieur, il y a des mecs qui s'appellent des statisticiens et qui nous avaient dit que 37% de chances pour le PSG, c'était de rencontrer le Bayern. Il y a plus de hasard. Qui était le plus simple à rencontrer ou le plus sûr. C'est ça qui est moche, il n'y a plus de hasard. Des statisticiens. Alors, ça nous mène, et c'est la réponse, lui, il feint de poser la question, pourquoi cette règle, il connaît bien sûr la réponse. On ne joue pas à un club du même pays parce que il faut faire du pognon, et pour gagner de l'argent, ce n'est pas en jouant 2 clubs du même pays que vous faites de l'argent. Donc, et cette règle est née à cause de ça. Et puis, la deuxième règle, pourquoi on joue pas non plus un club qu'on a rencontré en phase des poules? Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait le droit de rencontrer des clubs qu'on avait joué en phase des poules. Je trouve ça légitime. Donc, mais tout ça, il y a une question d'argent derrière, financière, qui justifie toutes ces choses-là. Mais je suis d'accord avec Louis-Marie quand il dit que c'est un match passionnant forcément parce qu'ils sont revanchards, forcément le Bayern va l'être. Mais là où je suis d'accord avec Louis-Marie, c'est qu'il y a un mondial au milieu et ça change tout. On n'a aucun repère. Là, vous vous posiez la question tout à l'heure. Est-ce que le PSG est déjà en mode Qatar à 2 journées dès la fin de cette première partie des saisons? Mais après le mondial, dans quel état les joueurs vont arriver? Dans quel état? Peut-être qu'il ira faire la fête pendant 2 mois. Même si, effectivement, la phase de Champions League va avoir lieu entre le 14 et le 22 pour les matchs février, pour les matchs aller, en attendant le début février et mars, les matchs retour. Mais on ne sait pas dans quels états. On ne sait pas quels sont les joueurs qui vont être blessés. Mais regardez déjà les joueurs qui sont blessés avant le mondial. Ah mais ils vont sortir rincés. À la sortie, on ne sait pas comment ils vont sortir. Ils vont sortir rincés. Et donc, tu parlais de la tactique. La tactique, oui, mais la tactique, c'est aussi des hommes. Et parfois, il y a des joueurs qui ne sont pas là et qui on va être obligés. Non, mais émotionnellement, moi, tu parles des joueurs blessés, mais cette Coupe du Monde, elle va forcément laisser des traces émotionnelles. Quand je vois le leader actuel du PSG, enfin l'un des leaders qui est très fort depuis le début de l'année, qui est Neymar. Moi, je l'ai dit il y a 3 mois, je suis persuadé qu'après la Coupe du Monde, Neymar, cette saison, elle est terminée parce que soit il a gagné la Coupe du Monde et là vous le revoyez plus pendant 2 mois parce qu'il va faire la fête comme il a jamais fait parce que c'est le dernier. Il a raison de faire la fête. Mais il aura raison de le faire. Et soit il perd la Coupe du Monde, il aura raté le dernier grand objectif de sa carrière, et il sera sans doute en dépression. Donc non mais blague à part, moi je suis persuadé que le Neymar du deuxième partie de saison sera de toute façon beaucoup moins fort que celui qu'on a en ce moment. C'est un pari, on verra, ça se trouve, me plante complètement, ça se trouve, il marchera sur la Coupe du Monde, et puis il marchera sur l'Europe après, il prendra le Ballon d'Or. Moi, j'y crois pas. Mais c'est un pronostic. Mais ça peut être pareil. Ce que je dis marche aussi pour Messi. Imaginons que Messi se donne à fond, gagne la Coupe du Monde. Est-ce qu'il pourra enchaîner derrière? Pareil pour, Mbappé est plus jeune, lui, pour le coup, j'ai pas de doute qu'il gagne ou qu'il perde. Il sera là, il se donnera un maximum, sauf s'il est blessé. Mais quand on est le PSG, qu'on a des joueurs âgés, et je parle pour le PSG, je parle pour le Real Madrid, je parle pour d'autres, parce que mon analyse, elle peut marcher pour Benzema au Real Madrid, qui peut tout donner sur cette Coupe du Monde et après être rincé. Mais du coup, quand il y a un événement comme ça en plein milieu de saison, comment vous voulez vous projeter 3 mois après? Le PSG est spécialement touché. Le PSG est spécialement touché parce que c'est au moins 14 joueurs du PSG qui vont être dans le mondial. Et pour la plupart des titulaires dans leur sélection. Donc pour le Real Madrid, il n'est pas sûr que Chouamani soit tout le temps
titulaire. Mais puis il a 22 ans. Pour d'autres joueurs de Real, c'est pareil. Ça sera peut-être pas sûr qu'il soit donc. Mais le PSG est spécialement touché justement à cause de ça. Alors, oui, c'est Kib. Pour ma part, je suis pas très inquiet. Bien sûr qu'un mondial en plein milieu de saison, c'est nouveau et on ne connaît pas toutes les conséquences éventuelles. Mais malgré tout, un grand club reste un grand club. Le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est des très très gros clubs. Même si le mondial, il va les changer un peu, au retour du mondial, ça sera quand même toujours 2 gros clubs. Et en plus, le mondial, la finale, c'est 18 décembre. Donc, la confrontation là de Bayern-Paris, c'est 2 mois après quand même. Donc, en 2 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Moi, ce qui se passe pour moi, pourquoi je suis un peu triste, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient de ce mondial, de cette rencontre, de ce tirage, c'est que on a 2 très belles équipes qui vont s'affronter beaucoup trop tôt. Et donc, on va en perdre un des acteurs majeurs trop tôt. Surtout que ce Bayern de Nagelsmann, moi, je trouve très intéressant parce que, comme Louis-Marie disait, Nagelsmann est en train de tenter des choses qui n'ont jamais été faites pratiquement au Bayern, ou n'ont pas été faites depuis 30 ans. Et donc, j'ai envie de voir s'il va jusqu'au bout, ce qui va se passer, parce que c'est une équipe extraordinaire. C'est vraiment nouveau. Il est en train d'inventer des choses. Et quant au Paris Saint-Germain, on n'est pas sûr que la prochaine saison, on puisse avoir ces 3 génies devant. Et donc, perdre un de ces 2 clubs si vite, c'est dommage, surtout pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, en 2021, il tombe contre le Barça en 8e. En 2022, il tombe contre le Real Madrid. En 2023, il tombe contre le Bayern Munich. Ça commence à faire trop. Et pour nous qui sommes français, c'est vraiment. Et d'accord, donc, avec le mari. Oui, Abdel. Alors, on t'écoute. Avant Sané, mais contre c'est vraiment, on parlait on parle de Champions League. Pour moi, Nagelsmann, pour moi, personnellement, s'il y a un point faible pour moi, c'est lui dans le sens où c'est quelqu'un qui est jeune, qui a plein d'ambition, mais le Bayern, ça se coache pas comme si tu coaches Offenheim ou quoi, sans manquer de respect à ce genre de club. Il a tenté beaucoup de choses, comme ça a été dit par Shakib et Louis-Marie, mais l'année dernière, par exemple, contre Villarreal, il a manqué un peu d'humilité, beaucoup de paroles et peu d'actes sur le terrain, et le fait d'avoir peut-être, c'est un coach qui est beaucoup plus expérimenté que Galtier, certes, sur la scène européenne, mais pour moi, il a tout l'identité de faire comme a fait Guardiola, notamment avec City, de se louper lui-même, parce que il a tenté quelque chose. Je reviens juste une dernière fois sur ce que je disais tout à l'heure. Je comprends les avis de Juan José et de Louis-Marie. Je parlais plus d'une globalité, c'est important, parce que vous parliez du fait que des joueurs peuvent être absents, ça je le comprends totalement, mais par exemple, la profondeur d'effectif du Bayern, je grossis la chose, mais si Goretzka est absent, Gravenberch peut le remplacer, même si ce sera pas le même niveau, on se rapprochera quand même de choses intéressantes. Alors que là, sur le banc du PSG, t'as besoin d'avoir toutes tes forces et d'avoir plusieurs profils, parce que un joueur comme Fabian Ruiz, un joueur comme Sanchez, un joueur comme Mukele sont des joueurs qui n'ont pas encore atteint le cap qu'ils devraient atteindre, malgré le fait qu'ils aient du temps et qu'ils soient intronisés au fur et à mesure. Donc, cette pause de Coupe du Monde, certes, il peut y avoir des blessés, mais pour ceux qui resteront travailler avec Galtier, ça pourrait être intéressant, parce que quand tu fais des changements au PSG, souvent, on voit la différence, alors que quand tu es un grand club, tu dois pouvoir changer 3-4 joueurs pendant le match et ne pas avoir cette différence. C'est pour ça que j'axais sur le fait que potentiellement il y a différents profils, et je parlais déjà de système. Moi, je suis tout à fait d'accord, et effectivement, Nagelsmann peut être un talent d'Achille pour cette équipe. Par contre, ce que je trouve quand même extraordinaire, vous savez, dans le foot, souvent on parle des joueurs qui ont changé le foot. On parle de Pelé, on parle de Platini, de Maradona, de Zidane, mais il y a les hommes qui ont changé le foot du banc de touche. Et tout le monde connaît Elenio Herrera, Saki, c'est des gens qui ont changé le foot. Et Nagelsmann, je dis pas, il est pas bien sûr à leur hauteur, mais c'est quelqu'un qui tente des choses. Ce qu'il est en train de faire, presque personne ne l'a fait avant. Il prend un très très gros risque. Et forcément, quand on prend un risque et que les joueurs ne sont pas prêts, n'ont pas l'habitude de jouer comme ça, ben ça peut ne pas fonctionner. Mais si ça fonctionne, il y aura un avant et un après. Et c'est ça que moi j'ai envie de voir. Après, la défaite, la victoire, ça c'est ponctuel. Mais ce qui est en train de se passer peut avoir des conséquences sur plusieurs décennies et sur des générations d'entraîneurs. Alors là, pour le coup, sur Nagelsmann, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire aussi. Ouais, je suis pas sûr que cette révolution qui arrive au Bayern, moi je le disais tout à l'heure, c'est un club qui a toujours avec de très très grands avant-centres, c'est quasiment sa signature, de Gerd Müller à Lewandowski, en passant par de nombreux très grands avant-centres. Il y a ce savoir-faire en Allemagne de l'avant-centre, notamment au Bayern. Je me demande si c'est pas plutôt par défaut qui s'est arrivé. Ils n'avaient pas prévu de perdre Lewandowski, plutôt que de se précipiter et de racheter n'importe quel avant-centre. Ils ont dit on fait cette année sans avant-centre pur.
Je suis pas sûr que ça soit une volonté de sa part et on verra si l'an prochain ils reviennent pas à un avant-centre pur avec une recrue qui pourra arriver. Donc ça, c'est pour ça que je mets un petit bémol sur cette histoire de Nagelsmann qui fait des tests. Je suis pas sûr que c'était dans sa volonté avant la saison de jouer dans cette manière-là avec 3 joueurs qui tournent beaucoup devant plutôt qu'avoir un joueur de fixation. Moi, je pense l'inverse parce que le Bayern Munich a une force. Ils ont une situation financière saine. Je suis d'accord, mais d'accord. Ils auraient pu acheter. Il y avait personne sur le marché. Il y avait personne sur le marché. Haaland, ils auraient pu prendre. Mais Haaland, il voulait pas y aller. Ils voulaient pas. Ils auraient pu. Il y a CR7. Ils auraient pu prendre CR7. C'est qui? Il y avait personne sur le marché. C'est ça le truc. Mais CR7 était quand même sur le marché. Ouais, non, mais le problème, c'est pas leur stratégie d'avoir quelqu'un de cet âge avec ce. Salim avec Pointe Océan, on vous écoute, messieurs. Alors, Salim. Le Bayern, on n'oublie pas qu'il y aura un mercato en janvier. Ouais, là, il arrive après la Coupe du Monde. Il va vite arriver. Des joueurs aussi. Et je pense qu'ils ne vont pas rester comme ça. C'est sûr qu'ils vont recruter des joueurs. Surtout après le mondial. PSG. Ouais, mais après recruter des joueurs majeurs à ce mercato, c'est vrai que ça paraît très étonnant. Et c'est sûr que pendant ce Coupe du Monde, il y aura de nouveaux stars qu'on va les découvrir. C'est vrai. Qu'ils vont les recruter. D'accord. On verra bien après. C'est vrai, Salim. Pas faux, Salim. Moi, j'ai. Vas-y. Alors, sur l'histoire du mercato, les mercatos pour les grands clubs, c'est très compliqué. Alors, c'est facile. Il y a des joueurs qui veulent aller, mais ils vont coûter très cher, parce que les clubs qu'on voit, que le PSG, le Bayern, le Real. Donc voilà. Donc et les grands clubs, c'est très rare qu'ils aillent acheter au mercato un grand attaquant parce qu'on l'a découvert lors du mondial. Ils peuvent anticiper un joueur sur 2-3 saisons. Voilà, mais je pense pas que pour ce club le mercato. Mais là, vous parlez du Bayern, on parle des Français, on parle des Anglais, puisque il y a quand même 3 équipes anglaises qui sont en Champions League. Mais personne ne parle d'autre chose. C'est que vous avez 3 équipes italiennes et l'Italie n'est pas au mondial. Moi, je vous mets au défi. À la rentrée, au mois de février, avec le match aller en Champions League, verront ce que sont capables de faire les équipes italiennes. Leurs joueurs ne sont pas allés au mondial. Physiquement, ils vont être meilleures formes que toutes les autres équipes et que toutes les autres qu'ils vont affronter. Parce que n'oublions pas encore une fois, cette fois-ci, c'est 3 équipes italiennes qui ont réussi à se qualifier justement pour les 8e de la Champions League. Et on parle pas beaucoup de l'Italie. C'est vrai. Et moi, justement, mon petit coup de cœur de cette saison, c'est le Milan AC que je trouve extraordinaire. Le Napoli aussi qui a été chercher un joueur géorgien, comme on se rappelle tous de Calazzo au Milan AC, et là il y a un super bélier au Napoli, donc c'est extraordinaire. La Juve qui n'a pas eu de chance, elle a acheté Chiesa, Di Maria, Pogba, et les 3 sont blessés. Ses défenseurs centraux aussi se blessent, et c'est vrai qu'on va trouver 3 grosses équipes. Je suis complètement d'accord. Et juste pour revenir 2 secondes sur Nagelsmann, moi je suis beaucoup. Nagelsmann. Je suis beaucoup les médias allemands, je lis du Bild et Kicker et tout, et c'est vrai que Nagelsmann, c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire. Ça veut dire que je pense pas que ce soit quelque chose de subi. Il veut vraiment, il a un peu l'ego. Non, mais ça, c'est un fait que c'était subi. Oui, mais c'est un fait. Non, on peut dire ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux. À l'arrivée, c'est un fait qu'ils ont perdu leur avant-centre titulaire qu'ils ne voulaient pas perdre et que Nagelsmann ne voulait pas lâcher. C'est pas la version outre-Rhin. La version outre-Rhin, c'est que c'était un choix de Salihamidzic qui a préféré prendre Mané, qui n'est pas un vrai neuf, et jouer avec Mané, avec son entraîneur, pour jouer dans les ailes. Salihamidzic, c'est le directeur technique, et c'est un ailier, et ils ont choisi pour jouer avec 2 couloirs sans numéro 9. On termine. Je pense que c'est vraiment un choix. Oui, parce qu'on doit parler aussi de tennis, sans oublier l'Europa League, le Barça qui rencontrera les Diables Rouges, les Moncuniens, en Europa League. Parce qu'il y a eu aussi le tirage au sort de l'Europa League, alors que la Juventus Barça, avec le FC Nantes. Manchester United, c'est la rencontre la plus explosive qu'on va voir dans ces 16e de finale d'Europa League, avec un Séville et PSV, mais surtout, il faut quand même voir quel a été le tirage des clubs français. Pas facile du tout pour les clubs français, puisque le Shakhtar Donetsk va recevoir Rennes en match aller, et puis Leverkusen doit recevoir Monaco, et puis la Juventus Nantes. Donc il y a 3 équipes françaises. Voilà, mais 3 équipes françaises très compliquées, avec des tirages extrêmement compliqués. On est tous focalisés sur le PSG, mais n'oublions pas ou même qu'il y a quand même encore 3 équipes françaises qui sont en compétition européenne. Mais t'as raison de le dire, c'est que là, avant le tirage au sort, on avait 5 équipes qui est en 8e directement parce qu'ils sont premiers du groupe. On avait 5 équipes encore en lice en Coupe d'Europe. Avec le tirage qu'on a, il se pourrait très bien qu'après le prochain tour, il n'y en ait plus. Et ça, c'est vrai que c'était pas vraiment anticipé. On n'a vraiment pas eu de chance sur le tirage au sort, et on en revient toujours au même système. Alors, c'est pas qu'une histoire de chance, c'est aussi une histoire. À partir du moment où on favorise le fait que les nations peuvent pas se jouer entre elles,
forcément, qui tombe sur les gros, les clubs français, les clubs portugais, et c'est eux qui se font avoir à chaque tirage. Abdel, pour terminer, avant de parler de tennis, on t'écoute avec Salim. Un petit mot sur Liverpool Real qui sera la revanche de la dernière Karim finale. Qui a prévenu Liverpool, les Reds. On a un Real qui est très très en forme, qui continue d'ajouter ses pions comme Camavinga, comme Abdel, comme Rudiger. Maintenant, il y en a qui laisseront leur plume. Là, on attend que Jürgen Klopp, qui était sur pas une fin de cycle, mais qui a beaucoup travaillé avec ses joueurs, revienne notamment sur un plan physique dans un bon état. Et je parlais peut-être là, on parlait du mercato. Il est possible que eux fassent un achat au milieu de terrain pour se renforcer. Mais voilà, ça va être aussi là dans l'entrejeu où Liverpool était en très grosse difficulté depuis un moment. Soit le rideau défensif n'aidait plus Van Dijk, Konaté et consorts pour défendre, et n'arrivait plus aussi à aller rapidement en contre, en transition pour servir Salah, Jota et les autres attaquants. Donc si Liverpool retrouve une forme honorable et une forme physique honorable, je pense que ce sera un match très ouvert et très joli, mais ce sera quand même fermé au niveau des buts. Oui, merci, rapide. Moi, juste ce que j'espère, c'est que Deschamps appelle Konaté et Konaté fasse un grand mondial, parce que je pense que ce défenseur central, c'est un des futurs meilleurs défenseurs centraux au monde, et s'il fait un bon mondial, si Deschamps donne sa chance, il reviendra, il sera titulaire, et je pense Konaté, Van Dijk, avec un Konaté au top, Liverpool va changer. Je te rassure, Konaté sera pas au mondial. Mais bon. Alors, c'est les rapides, parce qu'on doit parler de tennis. Ce mercato, même le Real a besoin de ce mercato. En fait, pour un remplaçant pour Benzema, parce que Benzema, c'est sûr qu'il bien le mercato. Va venir, elle va pas être au top physiquement. On l'espère bien. Allez, la dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Ouais, du côté de l'Accor Hotel Arena, c'est le Rolex Paris Master. Holger Rune, justement, triomphe en finale face à Novak Djokovic. 3-6, 6-3, 7-5. Je crois que plutôt que de parler juste de sa finale, Holger Rune, tu regardes toute sa semaine. Il a fait une semaine absolument démentielle. Il prend 5 top 10 dans la semaine. C'est lunaire. Il a pris tous les joueurs en forme. La semaine dernière, on a vu ça. Il a explosé tout le monde avec un mental et un caractère extraordinaire chez ce jeune. Alors, je vous l'annonce, celui-là, ça va être le bad boy des prochaines années. On l'aime pas. Il s'est engueulé avec Wawrinka qui lui dit qu'il se comporte comme un bébé. Mais ça va mettre un peu de peps dans ce tennis mondial, parce que son jeu est pas exceptionnel en termes d'originalité, mais en revanche son caractère, il est peut-être le méchant dont a besoin le storytelling de la ATP pour se faire plaisir. Et dernière petite chose, après avoir parlé de Rune qui sera à suivre pour l'avenir, cette nuit il y a quand même une Française qui joue la finale d'un Masters, ça serait bien d'en parler un petit peu aussi. Caroline Garcia, de la soutenir. Caroline Garcia qui joue Sabalenka cette nuit pour remporter le Masters pour la première fois depuis Amélie Mauresmo, donc ça remonte quand même pas mal. Donc belle rencontre cette nuit. Tu vois, heureusement on a eu le marais pour nous rappeler que Garcia était bien là. Chekib, un grand merci avec Selim, avec aussi nos consultants, Juan Trocé, Abdel aussi qui était de la partie. Et oui, un grand merci aussi à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. La suite des programmes, 21h, 23h avec Vanessa qui arrive. À la réalisation, c'était Anthony. Big up à toi et on se retrouve dès demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.